Remettre sur le marché des produits ou des matériaux en vue du réemploi, il faut garantir aux futurs utilisateurs les bonnes conditions de ce produit. On parlait de peinture au plomb. Ça, c'est une réalité. Si demain on remet sur le marché des portes-fenêtres ou des portes qui auront donc une deuxième vie, il faut quand même garantir aux futurs utilisateurs quelque chose. On n'est pas sur une notion de produit neuf, donc il faut quand même lui amener une garantie. Ne serait-ce que parce que derrière, il y a des assurances, il y a des aspects normatifs à prendre en compte. Donc nous, on est en train de travailler cet aspect-là. Donc ça passe bien sûr par de la dépose sélective, ça passe par du reconditionnement, des contrôles techniques. Voilà. Quand vous achetez un pull sur le Bon Coin, dans l'absolu, il y a peu de chances qu'il prenne feu. Mais si demain vous achetez des faux plafonds qui ont déjà servi, il faut quand même garantir aux futurs utilisateurs une innocuité du produit. Donc tout ça, c'est des notions de confiance à créer. Et c'est ce qui fera, je pense, pour répondre à votre question, c'est ce qui fera, je pense, la mise en œuvre de cette véritable économie circulaire. Et on le sait, dans le document que l'ADEME a produit, là, les freins et verrous du réemploi, on sait que ça, c'est un élément qui est travaillé aujourd'hui par le CSTB, pour ne pas le citer, mais on l'a tous cité, donc je le cite. Donc il y a vraiment cet aspect-là à gérer. Le réemploi, c'est ce qu'il y a de mieux, bien évidemment, il ne faut pas oublier tout le reste. Et nous, on a cette approche globale, et on essaie de plus en plus de remonter vers le réemploi, tout en continuant le recyclage et faire nos métiers classiques. Il faut penser aussi qu'il y a le client qui va acheter de l'emploi, mais il y a le travailleur qui va retravailler le matériau. Lui, il est dans la problématique de se composer de l'amiante et tout ça. Et alors, le plus grand, celui qui va faire le game changer, c'est quand même la Chine, qui, il y a quoi, 3 mois, a fermé toute la... En fait, l'importation de plastique par la Chine a été interdite provenant des pays, voilà, de la France ou de l'Europe, des États-Unis. Et je crois, enfin Sophie le dira beaucoup mieux que moi, mais c'est en train de rabattre les cartes du recyclage extrêmement fort, parce que très sincèrement, le recyclage, et il faut effectivement penser aussi aux salariés qui travaillent dans la chambre de tri, n'était pas toujours très bien fait, et on pouvait y ajouter des plastiques non triés ou peu triés qu'on envoyait en Chine. Pendant des années, ça a très bien marché. Et ce qu'aujourd'hui, la Chine a dit, on n'en veut plus, on est capable de les créer nous-mêmes. Et ça va créer un bouleversement énorme en Europe. Oui, aujourd'hui, la Chine, qui est un gros consommateur de matières premières, vous en doutez, hein, acheté aux pays dits occidentaux, énormément de matières premières secondaires ou matières premières recyclées. Effectivement, donc, on envoyait énormément de tonnes de plastique recyclé en Chine. Aujourd'hui, la Chine considère que la qualité des envois et des tonnes envoyées en Chine n'est pas suffisante et a fermé ses frontières à l'importation ou à l'exportation de toutes ces tonnes. Donc là, l'offre et la demande jouent immédiatement, hein, c'est-à-dire qu'on assiste à une chute spectaculaire du cours des matières premières, à tel point qu'on a dû arrêter le cours des matières premières secondaires. Pendant quelques heures, les matières secondaires n'ont plus été cotées. Donc c'est un vrai bouleversement, et tu as raison de le rappeler. Il faut donc qu'on revoie énormément nos systèmes de tri, qu'on remonte en qualité, bien sûr, pour fournir de la matière première secondaire qui soit de très bonne qualité, qui puisse concurrencer de la matière noble. Donc ça, c'est un vrai enjeu qu'on a, hein, si on veut mettre en œuvre cette confiance, créer l'économie circulaire et la spirale vertueuse, on doit retravailler ça. Et on doit retravailler aussi l'aspect normatif, parce qu'encore une fois, quand on revend des paillettes de PET à Danone, par exemple, il faut qu'on leur garantisse un contact sanitaire, qu'on leur garantisse une norme sanitaire. Donc si on veut promouvoir l'utilisation des matières premières secondaires, il faut qu'elles soient irréprochables. Et la Chine, sous la contrainte, mais c'est souvent sous la contrainte qu'on innove, la Chine va nous obliger, en quelque sorte, à remonter la qualité des matières premières secondaires. Et in fine, on ira tout doucement vers le réemploi, en y apposant les mêmes règles. Un matériau, il pourra être utilisé dans telles conditions, selon l'usage qu'on veut le mettre. Et ça, c'est très bien, quelque part, pour notre sujet. Il est 9h26. Un matériau peut être utilisé dans plein de conditions différentes. Bon, on est d'accord, j'ai plein de conditions. Il faut juste les cadrer et voir toute la panel de possibilités, mais il ne faut pas se restreindre. C'est pas,
Personne ici est mono-orienté. Tu veux rebondir Moi, je voulais juste dire peut-être un point pour terminer par rapport à notre expérience à nous. C'est que là où on voit qu'il y a un vrai enjeu par rapport à toutes ces questions de réemploi et de recyclage, c'est le rôle des matériaux biosourcés. Parce que des matériaux qui sont renouvelables ou qui ne génèrent pas de pollution en fin de vie sont des matériaux qui ont un fort potentiel à l'avenir et des matériaux qui sont durables. Je pense à la pierre, au bois, au chanvre par exemple, mais entre autres, et sous certaines conditions, ont à mon sens beaucoup plus d'avenir que des matériaux qui auront peut-être 2 vies, 3 vies, et comme certains types de plastique qui n'ont pas un cycle de recyclage infini. Donc les matériaux biosourcés, en ce sens-là, ont vraiment un rôle à jouer dans la construction à venir. Super. Voilà. Emmanuel, toi aussi un mot de la fin? Ouais, vive la Terre. Ouais. Non, je crois. Enfin, tu devais me poser une question, donc je vais la poser puis je vais répondre, ça sera plus simple. C'est que l'ADEME, nos gentils amis de l'ADEME, ont dit que les TP étaient plus valorisés ou recyclaient plus leurs déchets que les mecs du bâtiment. Ouais. Alors en fait, je pense qu'il y a un grand truc, c'est que qu'est-ce que c'est le TP? Et en fait, ils ont surtout pris les grands travaux ferroviaires. Donc effectivement, sur la LGV, c'est assez simple de prendre de la terre là et la mettre autre part sur un chantier. C'est ce qu'on appelle les murs anti-bruit. Je ne sais pas si vous voyez sur la 86 à Paris, partout. Ça, c'est que de la terre. Hein, voilà. Ou le parc de la Courneuve, c'est les déblais de la 86, pollués ou pas, qui sont donc maintenant un parc. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent recyclage. Mais le déblai remblai de chantier à chantier, ça l'est pas, et on l'a expliqué pourquoi, par manque de traçabilité, et c'est vraiment dommage, parce que, sincèrement, il y a un coût, bien sûr, carbone. Nous, on arrive à diminuer le coût carbone de la gestion de terre de 40% en le réemployant, et on arrive à baisser le coût de 10%. Pardon. Et c'est quand même extrêmement important. Et donc voilà, nous, notre boulot, c'est de permettre aux entreprises de réaliser, on sait que c'est réalisable, maintenant il faut le réaliser, et c'est pour ça que la plateforme marche, et qu'on a des acteurs tout autour. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, que tout est là pour que ça réussisse. Maintenant, il faut faire changer les mentalités. Je vous avais promis qu'on finirait à 9h30, mais je vous ai menti. On va prendre encore... Une bière. Mais ça c'est possible. On va prendre encore une ou deux questions, et je sais aussi qu'il y a un ou deux ou même plusieurs porteurs de projets. Par contre, je vais vous chronométrer parce que si tout le monde part dans des trucs de 10 minutes, on n'aura jamais fini. Ou alors, je dirai aux gens d'aller boire des bières en même temps et écoutera qui veut. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a encore une question, s'il y a encore quelqu'un qui a envie de... Wow. Top, c'est parti, vous avez une minute. Bonjour. Bonjour, Émeric Bémer de l'agence Embouté Consultant. Donc je voulais vous remercier déjà pour la conférence parce que c'est la fin, paraît-il. Et du coup, je voulais savoir si... donc là, on arrive à un changement de paradigme, vous l'avez dit. Vous traitez surtout le sujet de la Terre. Je voulais savoir si vous êtes conscient d'être des acteurs de ce changement et quelle poursuite vous pensez, enfin, quelle sera la poursuite dans le temps à venir. Merci. Oui, on est bien sûr qu'on est conscient d'être un acteur de ce changement, vu le nombre de bâtons dans les roues qu'on prend chaque jour, on est clairement un acteur. Moi je pense que, encore une fois, on ne fera pas tout seul, on ne deviendra pas omniscient, nous, on le fera que par la construction, que par la co-construction et avec l'aide de tout le monde. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'écosystème, et si nous on peut faire vivre cet écosystème, ça sera très bien, mais il faut qu'il y ait des gens autour qui prennent aussi le sujet. Est-ce que je peux dire ? Pour la Terre, voilà quoi, enfin, ça fait longtemps que ça existe. Il y a Crater qui va sortir dans pas longtemps les règles professionnelles sur la BTC et l'Adobe. Faut y aller, hein, ça va être bon pour les architectes pour pouvoir préconiser ce type de matériaux. Le pisé aussi, ils le font. Non, Quentin Je vais donner un micro parce que sinon... Non, le pisé,
On travaille aussi dessus, mais c'est plus compliqué parce que souvent c'est porteur, et aujourd'hui le problème avec la Terre c'est quand c'est porteur justement. Alors que les petits éléments, comme le BTC ou l'Adobe, c'est plus facilement utilisable en remplissage d'ossature et tout ça. C'est vraiment le côté porteur. C'est ça qui provoque les ATEX dont on parlait tout à l'heure, et qui sont plus coûteux et qui prennent plus de temps, qui en général font passer au béton. Merci beaucoup. Alors je crois qu'il y a une question là-bas. Oui. Bonjour, donc moi je suis étudiante en école d'architecture en 5e année. Et du coup, c'est un sujet qui me tient à cœur, le réemploi, et justement à l'avenir de comment je vais pouvoir me placer vis-à-vis de ça en tant qu'architecte, jeune architecte. Et justement, là, on a beaucoup parlé du réemploi au niveau du chantier, que ce soit les matériaux, mais vraiment à l'état de quand on va déconstruire, etc. Et moi, ma question, c'est justement, moi en tant qu'architecte demain, dans ma conception, qu'est-ce que je vais devoir changer et comment je vais devoir concevoir pour pouvoir accompagner cette démarche que vous êtes en train de faire. Il faudra juste que tu n'aies pas de bon sens. En fait, la question, c'est juste du bon sens. Hein. Et voilà, il faut imaginer qu'aujourd'hui, le métier d'architecte, mais toi, tu vas avoir de la chance, ça se trouve, tu ne vas même pas le faire. Parce que si tu vas en agence, on va te demander de choisir tous tes matériaux sur catalogue. Et ben toi, tu auras peut-être la chance de passer direct sur une maquette numérique où tu vas pouvoir aller voir des bâtiments en démolition et te dire « Ah ouais, cette poutre, elle est vachement bien et tout ». Et tu enverras la référence de ta poutre à l'ingénieur qui est aussi sur BIM et qui te dira « Mais elle est parfaite, cette poutre, c'est génial, on va pouvoir faire ça avec ça ». Et voilà. Mais non, ce qu'il faut savoir, c'est il faut avoir du bon sens, il ne faut pas hésiter à potasser des bouquins de construction pour voir comment se fabriquent les choses. Parce qu'en fait, on est capable de réutiliser les matériaux que si on connaît comment ils sont faits. Il faut connaître la matière. Du coup, si on ne connaît pas la matière, on sera mauvais. Je vais vous donner un petit exemple un peu rigolo. On nous a appelé pour un projet, du coup ils ne savaient pas quoi faire, ils avaient plein d'arbres. Du coup, bon, on leur a dit, bah, écoutez, c'est facile, pour réemployer des arbres, c'est facile, il suffit d'en faire du bois d'arbre. Du bois d'arbre. Oui, vous allez voir, le bois d'arbre, ça marche vachement bien et tout, on va faire des planches. Alors, on leur a proposé d'autres choses que des planches, mais bon, ils ont fait que des planches. J'espère qu'il n'y a pas de maîtrise d'ouvrage. Et du coup, bon, alors en gros, on finit par leur proposer des petits édicules de séchage et tout. Et là, on vient d'avoir l'archi qui nous appelle sur ce projet, avec qui on avait déjà un peu discuté de ça, qui est du coup l'archi de la maîtrise d'œuvre des espaces publics de cette future ZAC, et qui nous appelle et il fait « Je fais quoi des planches ?» On lui a sélectionné que des bois classe 3 pour qu'ils soient justement utilisables en extérieur et tout ça. On lui a sorti tous les documents et tout. On lui a dit voilà, ça c'était l'arbre et tout. Machin. Voilà, tout ça c'est génial. On pourrait tout couper en planches, même les prunus, tout ça, tout ce qui va en intérieur, ça fera des super mobiliers avec des petits effets rosés, prunes et tout, trop top. Non, les intérieurs vous voulez pas. Bon, alors on prend pas les intérieurs. On prend que les extérieurs. Ok, que les extérieurs. Et le gars, il est archi, du coup, normalement, il est censé être en capacité de conception, hein, c'est quand même son métier. Et le gars, il t'appelle, il te fait j'ai des planches, j'en fais quoi? Bon, voilà. Du coup, il faut pas que tu deviennes ça. Je dirais juste pour terminer, il faut que tu aies la curiosité de mettre les mains dans la terre, de mettre les mains dans l'eau, aller chercher une perceuse, une scie, aller sur les chantiers, faire des chantiers participatifs, avoir la curiosité et aller voir plus loin que ce qu'on nous apprend pendant nos études, qui est une certaine vision de l'architecture, mais pas que. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup appris pendant ce chantier, c'est en discutant avec les salariés de la régie qui, eux, savaient faire. Et j'ai fourni mes plans, ils m'ont dit c'est bien, mais on verra plutôt les choses comme ça. Et c'est en discutant avec les gens qui font qu'on apprend à faire. On va prendre encore 2-3 questions. Bonsoir à tous, je suis là. Nous, Société Matabase, on fait partie effectivement des plateformes qui émergent tous les mois, voire toutes les semaines, en vue de faire du réemploi, donc des plateformes digitales. Aujourd'hui, on se pose la question, puisqu'on est clairement opérationnel à travers justement cet outil digital, de faire coïncider l'offre et la demande en termes de matériel réemploi. Sauf notre objectif, c'est de faire effectivement, d'amener des offres qui soient prêts à la commande et prêts à l'usage, donc complètement palettisées. C'est un peu ça la question.
moi, je suis assez curieuse de savoir comment vous faites, d'un point de vue logistique, pour justement reconditionner les matériaux, les mettre sur palette, trouver des sociétés de logistique de transit de matériaux, puisque moi, aujourd'hui, c'est un petit peu l'objectif de notre start-up. Et juste pour ajouter en parallèle, on a été effectivement financé par un plan d'investissement d'avenir de l'ADEME. On est dans un système complètement start-up, on essaie de trouver notre modèle économique, qui n'est pas forcément évident, et je suis d'accord avec vous que ça passe forcément par du conseil, des niveaux de service qui sont complètement opérationnels sur le terrain. Donc nous, on est prêt à se dire qu'on a une plateforme digitale qu'on est prêt à mettre à disposition de manière complètement gratuite et accessible. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'utiliserez justement pour que nous, notre métier, ça soit faire en sorte de trouver la demande? Et en même temps, voilà, quelle est votre vision par rapport à le système logistique de reconditionnement Vous avez raison, et c'est ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs vous êtes tous là pour ça. C'est un vrai sujet aujourd'hui, un vrai sujet sociétal, et on y arrivera qu'en se mettant tous ensemble. Donc vous, les autres, c'est tous ensemble qu'on y arrivera, et je le pense sincèrement. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, on est au début de toute une démarche, et d'ailleurs c'est l'objet de notre programme Archi-Ouest, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. On a besoin des bonnes idées de tout le monde pour mettre en œuvre ce cercle vertueux. Donc nous, aujourd'hui, effectivement, on travaille pour aller vers ce que vous venez de décrire, hein. Mais tout doit se mettre en place, ça n'existe pas. Donc c'est à nous, tous ensemble, de on doit tous ensemble créer cet écosystème, communiquer, passer de l'information. Le digital nous aide beaucoup, hein, puisque de cette façon, on a accès à énormément de monde. Il y a énormément de choses aussi qui sont drivées par la ville de Paris, avec notamment le service économie circulaire, qui a complètement pensé tout ce qu'on est en train de se dire. Derrière la ville de Paris, il y a des lieux de stockage qui vont être mis à disposition pour du stockage temporaire de matériaux ou de produits. Il va y avoir des équipes qui vont reconditionner les produits, qui vont éventuellement les certifier. Donc toute cette dynamique, elle viendra, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle viendra des donneurs d'ordre. Il ne faut pas oublier que la commande publique est exemplaire aussi sur ça, et ça viendra des donneurs d'ordre. Mais je pense qu'il y a une vraie dynamique aujourd'hui, que quelques métropoles, quelques grandes villes comme donc la métropole de Paris, créent cette dynamique et qu'on est tous, nous, prêts à aller dans cette direction. Donc toutes les expérimentations, les vôtres, les nôtres, tout ce qui existe aujourd'hui comme groupe de travail à l'ADEME et dans d'autres instances sont précieuses, on y participe tous et on est au début de l'aventure. Donc bien sûr, moi je vous connais, on s'est déjà parlé via différentes réunions drivées par Antoine. Il y a énormément de plateformes digitales qui existent et il faut que tout le monde se connecte et se parle. Donc voilà, on est au début d'une aventure. Mais je pense qu'il y aura de la solidarité, de la volonté, on y arrivera. Et en plus, hein, je rappelle que le driver principal en France, c'est quand même l'aspect réglementaire. La loi de transition énergétique est passée par là. L'économie circulaire est inscrite dans la loi. Donc, bon, juste ça, c'est énorme. Donc l'économie circulaire est inscrite dans la loi. La réutilisation de matériaux issus du recyclage est inscrite dans la loi. À horizon 2025, on doit valoriser sur certains chantiers de travaux publics plus de 65% dans les routes et autres. Donc tout ça est inscrit dans la loi. Charge à nous maintenant de la mettre en œuvre et charge aussi au gouvernement et à toutes les instances de nous faciliter un certain nombre de choses pour lever les freins et les verrous qu'on a évoqués ensemble, notamment l'aspect normatif. Mais on y travaille également avec... Sur la norme n'est pas la loi. Sur la TVA, oui. Est-ce que vous avez levé des freins par rapport à ça, le niveau de la TVA, à savoir essayer d'avoir une diminution de ce coût de taxe? Alors la TVA, Emmanuel va peut-être nous parler. Nous, on travaille d'autres thématiques, comme la monétarisation du carbone également. Ça, c'est des pistes qu'on essaie de pousser. On les a poussées au niveau de la COP 21. Ça, c'est important. Si la référence tient compte de l'élément carbone, donc la matière grise contenue dans les matériaux, l'énergie grise, la matière grise, c'est dans nos têtes. L'énergie grise qui est contenue dans les matériaux doit avoir une vraie valeur. Et cette mise en évidence de la valeur contenue dans les matériaux, donc de l'énergie qui est dans les matériaux, va aussi permettre de favoriser le réemploi. Voilà, donc nous, on est plus sur la monétarisation du carbone, mais effectivement, il y a des sujets de TVA qui sont évoqués. La TVA circulaire, par exemple, hein, c'est ça? Ouais. Je ne suis pas spécialiste non plus, mais ce qu'on disait, c'était que pour faire le gagnant-gagnant entre 2 mètres d'ouvrage, on pourrait, il y a beaucoup de gens qui demandent une TVA moins importante, un taux de TVA réduit, qu'on appelle la TVA circulaire, sur les matériaux qui font du réemploi ou qui deviennent une matière première secondaire. Voilà. Moi, j'ai juste un petit conseil, nous aussi on se connaît. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas faire du gratuit, hein, autrement il n'y a pas de valeur. Et donc pour le client, c'est un peu con. Surtout pour toi après. C'est quand même. Voilà. Et effectivement, moi je l'ai dit, mais peut-être que c'est pas la meilleure des solutions. On a réussi, on a eu beaucoup de chance. C'est commencer
en bas, vous plaisez au chef de chantier d'un premier chantier qui en parlera à son pote au deuxième chantier, du troisième, et après tu auras le directeur. Mais allez parler à des gens trop hauts ou souvent qui sont dans ces colloques-là de votre solution, ils adorent, mais ils touchent pas, ils savent pas ce que c'est un chantier, loin de là. Et donc, commencez par la base, et commencez par la base. Ça s'appelle Matabase, sa solution. Et en plus, ça s'appelle Matabase, donc ça ne peut que marcher. On va prendre encore une question et ensuite une dernière là. Donc bonsoir. Moi j'avais une question, c'est surtout sur le matériau de terre en fait, des modes constructifs, et notamment sur le béton de terre coulé. Et donc vous avez parlé des autres modes constructifs, donc la BTC, l'Adobe, etc. Et j'aimerais savoir en fait comment ce mode constructif-là est en train d'évoluer. Donc on a parlé des règles professionnelles sur les autres modes constructifs. Est-ce que vous avez donc des infos sur comment on pourrait évoluer et en fait essayer de développer ce mode constructif-là? Du béton de terre? Le béton de terre coulé. Ah, le béton de terre coulé. Généralement, c'est une technique que je connais pas bien et qui, du coup, pour moi, va avoir du mal à se mettre en place rapidement si c'est comme j'imagine. Mais parce que si on est sans liant, c'est-à-dire que si on compte sur le liant argile, du coup, on rajoute de l'eau et du coup, on va être trop liquide. Du coup, il y a des recherches qui sont faites par Amaco, justement, pour essayer de trouver comment rendre fluide un argile avec très peu d'eau. C'est-à-dire qu'on sait que les argiles sont capables de réagir à l'acidité de l'eau ou à la base de l'eau, et que du coup, en changeant les pH de l'eau, on peut, avec une quantité moins importante d'eau, on peut rendre liquide de la terre. Mais ça, c'est des recherches qui existent aussi dans le béton. Ils ont la même problématique. Le béton, il faut moins ils mettent d'eau, plus ils sont contents, parce que du coup, ça veut dire que le système de séchage sera mieux contrôlé, ainsi de suite. Du coup, ils remettent un plastique sur le béton pour être sûr que l'eau parte pas trop vite, qu'ils aient une cure humide qui soit nécessaire. Mais en fait, une fois que tous les ingénieurs du béton ils se seront dit, tiens, si on pensait à la terre, ils trouveront 1 milliard de solutions. Mais sur cette question technique du béton coulé, c'est pas spécialement une technique que je connais bien. Moi, j'irais plutôt sur des techniques un peu plus classiques, quoi. Et celle-là, elle va demander des temps de séchage qui sont longs ou des connaissances sur de la chimie naturelle pour obtenir un résultat plus rapide, pour accélérer les choses, que je ne connais pas du tout. On va prendre une dernière question, enfin une question / intervention. Dernière intervention du coup, merci de m'accorder juste une petite minute. Bonsoir, je m'appelle Samuel, je gère un label associatif qui s'appelle En Garde Records. J'accompagne des rappeurs, des slammers, des photographes dans leurs projets. Et je viens à vous dans cette dernière minute pour vous proposer de prendre part à un projet qu'on est venu travailler en session Hold Up en fin de journée aujourd'hui. Voilà, j'ai beaucoup entendu parler, en tout cas dans cette conférence, de volonté de se saisir de ces sujets, d'avancer ensemble sur certaines choses. Et avec mon collègue Simon qui est là, on a l'idée que ces thématiques du réemploi, elles doivent se démocratiser, elles doivent être amenées aux citoyens et que n'importe qui devrait pouvoir s'en saisir, et qu'elles sont trop pour l'instant cloisonnées à un milieu peut-être savant. Voilà, on aimerait vous proposer de démocratiser cette thématique du réemploi à travers le vecteur artistique, à travers une série de visites de lieux, à travers une exposition dans laquelle viendrait se joindre une vision technique de lieux en démolition, une version artistique, à travers des photos, à travers des textes, et ceci mis ensemble donnerait une exposition qui serait sous la forme d'un triptyque. Un triptyque avec au centre une photo d'un lieu en démolition. D'un côté une partie technique, qu'est-ce que le lieu va devenir, comment il était, et de l'autre côté une partie plus poétique. Le texte, le slam, le rap, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, c'est un projet que je mène avec Simon, on est suivi par Make Sense. Voilà, on avait pas mal de personnes qui sont venues aujourd'hui pour nous aider, réfléchir, avancer des pistes pour constituer une communauté.
Voilà, merci beaucoup de m'avoir laissé cette minute-là. Si ça vous intéresse, on va être juste devant, n'hésitez pas, on va prendre des contacts. Voilà, le label s'appelle En Garde Records. Si vous n'avez pas le temps, on est sur Facebook aussi. Merci beaucoup et à la bière, je crois que c'est le moment. Je voudrais remercier chacun de nos intervenants et de toutes les personnes qu'ils avaient placées dans la salle. Je voudrais remercier aussi tous les bénévoles qui sont venus aujourd'hui filmer, prendre des photos, qui vont vous servir des bières. C'est la première fois où je fais une conférence et j'ai pas mal au dos, et merci beaucoup. Donc les bières, c'est une bière locale qui a été brassée à quelques centaines de mètres d'ici.